Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Dans Prête-moi ta plume, vous avez écouté La Grande Maison, premier livre de la trilogie de Mohamed Dib, Algérie. Nous allons nous consacrer au second livre, L'Incendie. L'angle choisi par l'écrivain pour cet ouvrage qui paraît en 1954, 3 ans après le premier donc, est le même. C'est à travers Omar, un enfant d'Alger de 10 ans, que l'on découvre l'Algérie misérable de la fin des années 30. Nous sommes exactement en 1939. Et Omar a obtenu l'autorisation de sa mère, Aini, d'aller à Bni Boublen, la campagne environnante de Tlemcen, avec Zhour, une jeune fille de Dars Betar, qui rend visite à sa sœur. Nous allons donc découvrir avec Omar la condition paysanne, le rapport à la terre, le rapport aux colons, le rapport à l'exploitation, donc à la colère et à la révolte. Et puis à la mémoire, qu'incarnent de nouveaux personnages, vieux pour la plupart, comme Commandar, El Viejo et d'autres. L'incendie. Prête-moi ta plume. شب خرابو
Prête-moi ta plume. Ils étaient là depuis déjà un moment lorsque Qara Ali survint à son tour. Il n'y avait personne parmi eux que Qara ne connut. « Sais-tu qui est Hamid Sarraj ?» demanda-t-il à Ben Salem Adda. « Et pourquoi faire ?» eurent envie de demander les Fellah tous ensemble. Qara Ali avait laissé tomber sa question comme une pierre, sans tenir compte de ce qu'on disait, sans se soucier si ces gens avaient des affaires à eux à discuter. Pour tout dire, il ne se gêna d'aucune manière et fit comme si c'était son droit. Son esprit lui serinait. Son droit. Au Fellah de répondre. Ce fut alors que se produisit l'inattendu. Ali Ben Rabah lui répliqua à la place de Ben Salem Adda: « Nous n'avons, si Qara, aucune réponse à te donner. » Pour qui n'y voyait pas de malice, cela fut dit sur un ton déférent. Le fou à grelots qui s'agitait dans sa tête s'excita et Qara Ali dérailla. « Tu me réponds sur un ton froid et dur, butor. Tu as encore le lait de ta mère entre les dents. Et encore, j'ignore quelle est la femelle qui t'a enfanté, mais je connais ton père, un vaurien. Je pense par conséquent que ta mère est une ordure. La sœur de ton père et la sœur de ta mère sont aussi des ordures. Maudite engeance, tous !» Il allait leur faire mesurer les distances. Les Fellah voulaient raccorder un pouce, ils prennent une toise. Mais avec Qara, attention, hein. Il fallait pas faire de confusion. Il était certes un paysan, mais non de souche. Paysan plutôt monté de la ville, comme les autres cultivateurs de Bni Boublen le Haut. Tandis que ces Arabes de la montagne, pensait-il, sont venus du désert ou du diable. Ils se torchent avec des pierres, au lieu de se laver comme d'honnêtes musulmans. Les hommes qu'il voyait en face de lui avaient réellement l'aspect, la couleur et même l'odeur de la terre dont ils étaient issus. Du chèche de leur turban aux babouches de potané qu'ils portaient aux pieds, il n'y avait que leurs yeux, sans âge, comme les sources, qui fussent limpides. Ils ne se pressaient pas d'être désagréables, vu que la conversation les intéressait. « Nous ne sommes pas tenus de vous répondre, si Qara, » déclara une fois de plus Ali Ben Rabah à haute et intelligible voix. « Tu sais donc quelque chose, toi ?» Et Qara Ali, l'homme de Bni Boublen le Haut, soupira. « Oui, tu dois savoir. Il vient souvent par ici. Il fut le seul à parler. Vous êtes tous autour de lui comme des mouches quand il arrive. On vous a vu, vous tous, autant que vous êtes, et chez vous encore. Si on sait, considéra Ali Ben Rabah, si on sait, ce n'est pas à toi qu'on ira le dire. » Il y avait quelque chose d'inexplicable, d'irritant, dans cette discussion qui avait mal commencé. « C'est toi, fils de Rabah, qui me fait cet affront ?» Qara s'étonnait qu'un gamin c'est ce qu'il pensait, et un Fellah par-dessus le marché lui dit ces paroles. « Tu ne sais pas ce qu'il est, Hamid Sarraj ? Tu ne sais pas et tu parles comme un homme. » Bien sûr, moi, fils de Rabah, je ne veux pas te manquer de respect. Ali Ben Rabah ajouta aussi, mais si on sait quelque chose, ce n'est pas toi qu'on ira chercher pour... Qara Ali convint une fois de plus que les Fellah n'étaient que des ânes. Et il n'est même pas certain qu'ils aient une âme, songea-t-il. Ils écoutaient, les yeux béants. L'un d'eux pressa ses narines entre le pouce et l'index,
souffla vigoureusement à plusieurs reprises, de sorte que cela fit un bruit de trompette. Et l'homme secoua ses doigts et les frotta ensuite sur les poils de sa djellaba. On ne se défaisait pas comme ça de Qara. Ali ben Rabah et les autres, ils ne savaient que trop. On ne voulait pas et ne pouvait pas raisonnablement l'offenser, et il en profitait pour s'imposer. C'était sa moustache, son large visage qui était, honorable, comme celui d'un qadi, qui inclinait les flahs à un respect instinctif. Ali ben Rabah eût consenti de grand cœur à parler avec aménité, n'eût été la sournoise volonté de Qara. Pas un ici qui ne se rendit compte du combat qui se livrait à la lisière du silence. Les paysans eurent le pressentiment d'une menace. Ce fut si brusque, si féroce, que chacun s'empressa de jeter un regard inquiet sur le visage de son compagnon. Là, devant, regardez, il y a le diable, se dirent les flahs. Puisses-tu t'étrangler, mauvais sujet, récitèrent-ils. Puisses-tu tomber dans une marmite bouillante, que tu ailles t'étaler dans une fosse d'aisance impie. Puisse ta moustache griller poil par poil au fagot de l'enfer. Le groupe restait cependant tranquille. Qara en avait gros sur le cœur. Tous gardaient le silence. Le démon. Son cœur bouillonnait de mauvaise colère. Une grande charrette se montra à leur vue. Il partit à grands pas. Il n'avait pas desserré les dents. Prête-moi ta plume. J'ai été jeune, monsieur, presque beau, madame. Dans mes veines coulait le sang des mostengos, et dans mes yeux brûlaient des désirs aussi nombreux que les Perséides. J'ai été jeune, monsieur, presque beau, madame. J'ai été jeune, monsieur, presque beau, madame. Je n'avais pas de souvenirs, juste une rage de vivre, mais je ne vivais pas, je brûlais de la passion, j'étais l'esclave, et je me consumais. J'ai été jeune, monsieur, presque beau, madame. J'ai été jeune, monsieur, presque beau, madame. Mon âme avait la foi des martyrs qui se meurent et brûlent pour leur Dieu. J'étais naïf
ébloui, fou, heureux de la vie. Et de vous, madame, j'étais amoureux. Je suis fatigué, monsieur, presque vieux, madame. Prête-moi ta plume. Les fellahs n'avaient rien compris à cette discussion. Tout le monde, leur semblait-il, tout le monde, et Kara aussi, connaissait Hamid Serraj. Quand Kara les eut quittés, ils se rappelèrent qu'il ne les avait point salués en arrivant. Il en fut de même lorsqu'il s'en alla. Non qu'il tînt à ses marques de respect, Dieu pardonne, grande est la terre du Seigneur. Mais tous ces hommes étaient affamés d'amour fraternel. Kara partit, aussitôt la confiance revint en eux. La vie prit de nouveau un sens clair. Pour de tels affamés, le pain, même mal cuit et brûlé, semblait bon. Mais Kara, de quelle pâte était-il? Il s'éclipsa derrière un coude du terrain et ralentit le pas. Sur la route flottaient des lueurs de fournaise. Il voyait approcher la charrette de proportions gigantesques, très longue, construite sur des roues massives avec son chargement de fumier. Elle paraissait haute comme 3 maisons superposées. Au sommet, 2 valets de ferme, debout, tenaient des fourches à la main. Après la montée, ils saluèrent joyeusement la compagnie. La charrette répandit une odeur chaude. « Fils de votre mère, qu'attendez-vous là? Mais à quoi perdez-vous votre temps? Que la demeure de vos aïeux s'écroule !» s'écria l'un des ouvriers agricoles. Kara, tout en cheminant dans le sentier de Bni Boublen le Haut, les entendit. La voiture roulait au milieu d'un bruit de meules. Il reconnut les 2 gaillards juchés sur le haut du fumier. Ceux-ci échangèrent d'autres propos délurés avec les fellahs. « Belle humanité, » pensa Kara. « Ils sont beaux, les hommes de chez nous, qui ne savent que jurer ou vomir des grossièretés. » Des rires fusèrent des 2 côtés du haut du véhicule et du groupe qui stationnait sur la route. « Attendez-vous à ce que le sel fleurisse !» plaisantèrent les 2 journaliers. C'étaient des gars au corps solide qui portaient le même vêtement, une culotte à fond bouffant leur retombant au-dessus du jarret, une chemise salie de terre sur le torse et sur la tête 2 petits chapeaux. « Puissiez-vous vous étrangler, mauvais sujet !» répondirent les autres. Et ils déversèrent une pluie d'injures de choix sur les 2 valets de ferme en leur lançant des clins d'œil. Sur quoi un éclat de rire général dilata les poitrines. Les 2 hommes de la ferme Marcous n'avaient pas compris que les fellahs leur demandaient plus de discrétion. « Je donnerai cher, se dit Kara, très cher, pour savoir de quoi il retourne. Et pour posséder une charrette comme celle-ci, et tout ce qui va avec elle. Ah, du diable! Quel garnement, ces fellahs! Ils n'ont plus de respect pour les gens plus haut placés qu'eux. Ils se permettent tout, maintenant. Et pourquoi, je vous prie? Parce qu'ils ont trouvé des colons chez qui gagner de l'argent à ne savoir qu'en faire.
On ne peut plus les tenir. On ne peut plus leur parler. Ils gagnent autant d'argent qu'ils veulent. Et ça les rend insolents. » Espérant saisir d'autres paroles, Kara prêtait l'oreille. « Ils croient que tout leur est permis, les enfants de charogne. Comme ils oublient vite qu'ils ne sont que des flèches, fils de flèches, qui n'ont jamais connu que la misère. Regardez-les, les vauriens. Ils sont sur cette charrette comme s'ils en étaient eux-mêmes les maîtres. » Le cultivateur apercevait mal la route que les arbres des champs interceptaient. Il s'arrêta et les entendit s'esclaffer. Une salve d'imprécations explosa. Kara resta décontenancé. « Voyez-vous ça? Comme ils jurent, marmonna-t-il, et ça ne leur écorche pas la langue d'offenser le ciel, ces fils de sorcières de 100 ans. Je donnerai ma tête à couper qu'ils le font exprès. Ils doivent avoir quelque chose à cacher. » La charrette remonta la route de Sebdou, tourna vers la gauche, et Kara n'entendit plus rien. Cependant, son esprit trottait toujours. Il avait noté les nombreuses allées et venues des Fellahs dans la région, les assemblées qu'il tenait, et il ne se trompait pas sur le compte de Hamid Sarraj qu'il voyait fréquemment rendre visite aux paysans. Tout le pays étouffé dans des bruits clandestins et chuchotés. Le cultivateur de Bni Boubnen-le-Haut savait à quoi s'en tenir. Prête-moi ta plume. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, sleeping all alone, I wanna kiss you. Yeah. I've been haunted in my sleep, starring in my dreams. Lord, I miss you, girl, baby, yeah, yeah. I've been waiting in the hall, been waiting on your call. And when the phone rings, hey, it's just some friends of mine that say, hey, what's the matter, man? We'll come round at 12 with some Puerto Rican girls just dying to meet you. We gon' bring a case of wine. Hey, let's go mess some fool around, you know. Yeah, just like we used to. Walking in Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. Been stumbling on my feet, shuffling through the street. People, hey, what's the matter with you, boy?
why. Don't wanna do no wrong. You got me hanging on. Too long now. Prête-moi ta plume. L'existence est courte, dit Commandeur. Dieu nous accorde longue vie. Nous verrons quantité de choses nouvelles. C'est moi, Commandeur, qui te le dis. Il y a quelque chose de changé en ce monde. Crois-moi si tu veux ou ne me crois pas. Nous avons vu ce qui s'est passé et qui ne se passera plus. Je ne suis pas allé par toute l'Algérie. Je n'ai pas foulé le sol de notre patrie quand j'en étais encore capable, et je ne pourrai plus le faire. Mais mon cœur m'entretient de tout. Il a visité tout le pays, toutes les villes, tous les villages, et il revient de loin. Il m'annonce qu'il y a déjà du nouveau. Grande a été notre patience. Ainsi s'exprima Commandeur. Tu te dis, une dizaine de chaumières, qu'est-ce que c'est? Et voilà, c'est tout Bni Boublen le bas. Il y a une centaine d'années, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, il n'y avait personne ici. C'est qu'en ce temps-là, Bni Boublen n'existait pas encore. Les anciens du village te diront qu'ils sont venus s'installer un à un. Mais avant, les fellahs ont eu des terres à orge, à figuier, à maïs, à légumes et à oliviers, et elles leur furent enlevées. À partir de ce temps-là, il fut reconnu que de fellah est paresseux, qu'il abandonne la terre à la gave, au jujubier, au palmier nain, incapable d'en faire quelque chose de propre et de productif. Il s'agit des bienfaits de la civilisation, mon petit père. Ah, comme on a su les dépouiller pour leur bien et pour la civilisation. Un monstre insaisissable, vorace, emportait à l'instant où il s'y attendait le moins de grands lambeaux dans sa gueule d'ombre de cette terre qu'ils avaient arrosée de leur sueur et de leur sang. C'était la loi. De quelque côté qui se soit tourné, la loi les a frappés. Ils seront toujours en faute au regard de la loi. Pour 1000 motifs, on leur présente les tables de la loi. La loi ouvre une route qui passe dans leur culture comme une roue à travers leur corps. La loi leur conteste la propriété de leur terre. La loi a changé, leur dit-on. Il y a une nouvelle loi. Et les anciens titres deviennent-ils caducs et nuls? Et nul l'héritage des ancêtres? Eh oui, mon petit père, nul. Les habous sont saisis, aussi bien que les terres arches. On a dit aux fellahs, vous pouvez vous adresser aux tribunaux. Justice pourrait vous être rendue, il suffit d'introduire une action. La loi garantit vos droits. Si vous en avez à faire valoir, la nouvelle loi, établie en toute équité et égale pour tous, vous défendrait s'il en était besoin. Comment ont répondu ces braves gens. Comment pouvons-nous avoir recours à la loi qui nous dépouille? Le malheur de ceux qui l'ont cependant cru ne connut pas de borne.
Ceux-là ont perdu le reste de leurs biens, et d'aucuns leur raison. Maintenant, s'ils découvrent seulement comme ça de terrain où poser leur corps, non loin des plaines fécondes et arrosées, ils ne vont pas plus loin, ils s'arrêtent. Et s'ils peuvent travailler dans le plus proche domaine de colons, ceux-là décident d'occuper les antiques grottes de la montagne, tandis que les plus ambitieux élèvent des maisonnettes de terre glaise et de paille. Bni Boublen le bat. Voilà ce que c'est. C'est comme ça qu'il s'est fait, mon petit père. Et c'est comme ça qu'un pays a changé de main, que le peuple de cette terre, pourchassé, est devenu étranger sur son propre sol. Nombre d'entre les fellahs, partis en même temps que des habitants de Bni Boublen, sont encore en marche. D'autres sont allés plus près des cités. Il ne se passe pas de jour où l'on ne voit une famille, l'homme portant un baluchon sur l'épaule, la femme un nourrisson attaché à son dos, se rapprocher de la ville. Mais une redoutable force va devenir la leur. Pour l'instant, ils se louent à ceux qui les ont dépossédés. Dieu l'a voulu, disent-ils. Mais fasse qu'un jour, il nous montre la voie des justes. De mémoire d'homme, on a connu une aussi effroyable malédiction. Ainsi s'exprima Commandard. Prête-moi ta plume. يا ولاد الحومة شوفوا لحالتي شوفوا لحالتي شوفوا لحالتي يا ولاد الحومة يا ولاد الحومة شوفوا لحالتي شوفوا لحالتي شوفوا لحالتي يا ولاد الحومة كل ساعة ما احنا وش مسلتي كل ساعة ما احنا وش مسلتي كل ساعة ما احنا وش مسلتي النار لهبت فيا وجروحي حياو نايحة وشاقية يا بويا وعظامي رشاو النار لهبت فيا وجروحي حياو نايحة وشاقية يا بويا وعظامي رشاو بكيا وحدي محزونة ما صبت راحتي بكيا وحدي محزونة ما صبت راحتي بكيا وحدي محزونة ما صبت راحتي ما صبت راحتي حملي عام غبونة وطفت شمعتي حملي عام غبونة وطفت شمعتي لي عام غبونة وطفت شمعتي يا ولاد الحومة شوفوا لحالتي شوفوا لحالتي شوفوا لحالتي يا وليدات الحومة يا ولاد الحومة شوفوا لحالتي شوفوا لحالتي شوفوا لحالتي يا ولاد الحومة كل ساعة ما احنا وش مسلتي كل ساعة ما احنا وش مسلتي كل ساعة ما احنا وش مسلتي نبكي ولا نفعت نهدي ولا عين ما تنام نشهاب في كليني قادي واسمع يا غمام نبكي ولا نفعت نهدي ولا عين ما تنام نشهاب في كليني قادي واسمع يا غمام راني بليعتي مرهونة وقوات دمعتي راني بليعتي مرهونة وقوات دمعتي راني
Prête-moi ta plume. Omar, qui regardait le vieil homme, sentait autour de lui cette foule, cette contrée, invoquée à distance. C'était quelque chose de diffus, d'amical et de silencieux. Tous ces hommes formaient une assistance qui comprenait la signification des paroles de Komandar, mais leur terrible puissance les rendait taciturnes. Autour de Komandar, ces hommes vivaient, l'espoir les pressait de toutes parts. À quelque temps de là, sur le tertre où s'accrochait le village, Ali Ben Rabah et Slimane Meskin fumaient ensemble. Les ayant abandonnés, Badedouche venait de partir à la recherche d'une improbable place dans les fermes voisines. Au même instant, gravissant la route de Sebdou, Qara Ali monta jusqu'à eux. La vue du cultivateur fit se lever les deux fellahs. L'un d'eux, Ali Ben Rabah, jeta des regards du côté de l'homme. « Au revoir, Slimane, dit-il. Tu n'as rien senti? Depuis un moment, une mauvaise odeur m'empêche de respirer. » Slimane Meskin se mit à rire. Ali Ben Rabah s'éloigna. Lorsque Qara Ali arriva devant lui, Slimane, resté seul, riait encore. « Slimane !» l'interpella le cultivateur. « Slimane, on m'a bien dit que tu es un simple d'esprit, je ne l'ai jamais cru, vois-tu? Mais voilà que tu ris tout seul, je finirai par le croire. » « Ce n'est rien, messire Qara, crois-moi, ce n'est qu'un fellah qui vient de partir. Il trouvait que ça sent trop mauvais. » Slimane Meskin s'esclava de nouveau. « Ça sent mauvais. »« Sent mauvais ?» Le gros homme renifla plusieurs fois. « Je ne sens rien, moi, dit-il. »« Comment ?» Messire Qara. Un rire inextinguible étreignit Slimane Meskin. Le cultivateur produisit un son de gazba avec ses narines largement dilatées. Il commençait à regarder Slimane avec des yeux irrités. D'un air de sincérité naïve, Slimane insista. « Sens, tu verras !» Une lueur verte brillait dans son regard. Bon, quelques charognes que ces maudits fellahs ont laissé pourrir. Ne m'en parle plus. Les fellahs ne sont plus sur la terre que pour tout salir. Irait-il au paradis qui le remplirait de leur défécation? Slimane Meskin leva les bras. Des olivers, des prés verdoyants, des vignobles. Vois, messire Qara, n'est-ce point beau? Je sens mon cœur s'ouvrir et s'élargir, une plaine de satisfaction, un océan de contentement, une montagne de fierté, d'orgueil même. Et d'où sort tout cela? Des bras des fellahs. Est-ce le fait de gens qui saliraient la terre? Ils l'embellissent plutôt. On peut dire que leur présence crée le paradis sur terre. Et il entonna, chantant d'une voix forte. Mais ils en sont exclus de ce paradis. Des mots, tout ça, hurla Qara Ali. Que des mots! Réfléchis à tes paroles, Slimane. Que sais-tu, toi? Le dernier des fellahs. Ce sont des terres où il n'y avait rien autrefois. Voilà ce que c'était. Broussailles et palmiers nains où ne poussait pas une pomme de terre. Des hommes m'ont travaillé. Parfaitement. Et grâce à qui? Aux Français. Le Français est un grand homme, un sage. Le Français, on pourrait dire, un des anciens. Il a fondé la première ferme et le premier vignoble. Il savait ce qu'il faisait. Il le savait si bien que ce n'est pas une ferme et un vignoble qu'il a fondé, mais 10, bientôt 100 et 1000 fermes et autant de vignobles.
ces caves où ils écrasent le raisin, ces granges où ils emmagasinent du blé, du froment, tes ancêtres à coup sûr ne les avaient pas prévus. Il n'y avait pas d'hommes pour travailler en ce temps-là, ils étaient tous rouillés. Des étrangers possèdent le pays. La population n'est-elle pas heureuse? Reste à voir. Du travail pour tous. Que seraient devenus les fellahs? Aïe, aïe, aïe! Je ne sais pas ce qu'ils seraient devenus, ils s'en seraient certainement mieux portés. Reconnais la vérité, homme! La vérité? Qui est-ce qui en sait quelque chose? Toi? Sais-tu ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas? La vérité. Mais tu sauras ce que c'est. Regarde ces hommes que tantôt tu appelais de la vermine. C'est bien comme ça que tu les appelais. Et tu n'as pas tort. Ce sont eux la vérité. Ces hommes qui n'ont pas un pouce de terre. Le gros cultivateur leva la main et il s'en fallut de peu qu'il ne la posa sur l'épaule de Slimane Meskin. Puis il l'agita convulsivement comme s'il avait failli toucher du feu. Ce geste de fraternité non achevé le rapprocha pourtant du fellah. « Parle, fellah phraseur, dit Kara. Dieu vous a fait pour ça. » Messire Kara avait le teint blafard d'une matrone. Son accoutrement, qui blanchissait aux coutures, révélait l'aisance sans confort. Une paire de magnifiques moustaches s'étalait à travers son visage. Son honorabilité était sa ressource, et son armure, contre les habitants de Bni Boublen, inférieure. Rejeté au plus bas de l'échelle, les fellahs ne lui devaient jamais assez de respect. Sous ses joues lourdes, matelassées de poils blonds, les coins de sa bouche pendaient en plis méprisants. Slimane Meskin se cala sur ses talons. « Il y avait trop de luttes, dit le cultivateur, du temps des tribus, trop de bandits dans les collines. Aujourd'hui, c'est le vrai temps des bandits. Comment toi, messire Kara, ne le sais-tu pas? Mais tu peux pas le savoir. Et pourquoi? Parce que les colons sont des voleurs. Le caïd est un voleur, les gendarmes sont des voleurs, l'administrateur est un voleur, et messire Kara, un voleur aussi, tous des voleurs et des sans honte. Le front du gros homme s'assombrit. « Tu parles surtout pour te faire valoir, dit-il. « Non, pour dire la vérité. Chacun de vous veut nous faire la leçon, nous donner des conseils et intervient dans notre existence, se pose en juge, et tous des voleurs. » Excédé, Kara détourna la tête. Slimane Meskin sia imperceptiblement, ses yeux luisaient. À côté au talus, il recommença à parler. Il murmurait si bas que le cultivateur ne saisit pas d'abord ce qu'il disait. « Bon, messire Kara, bon messire dans les vieux temps, cela n'est pas vrai. Tout n'était pas mauvais. Peut-être y avait-il du mauvais, mais tout ne l'était pas. Aujourd'hui, que voyons-nous? La fin du monde pourrait venir. Les temps sont bons pour les riches et les étrangers. Peut-être 5 ou 6 familles, certainement pas plus d'une dizaine. Et les pauvres, que leur nombre est grand. Mon père, ma mère, mes 2 frères et moi, nous ne sommes que des fellahs. Brusquement ils sont venus et ils ont enlevé mon père. Ce n'était peut-être qu'une erreur. Il a toujours été un homme paisible, mon père. Mais tu les connais, tu sais comment ils sont. Qawrat, Chambet, gendarmes, Qaïd, le diable les emporte tous. « Oh !» fit le gros homme. « Oh ! Toi,
Tu vaux peut-être mieux qu'eux, et peut-être ne vaux-tu pas plus cher. Oh, comment oses-tu? Le cultivateur lui jeta un regard furibond. Dans les champs, pas âme qui vive. Il n'ajouta plus un mot. Je n'ose rien du tout. Je ne me permettrai pas, messire, car... Mais je te dirai ce que j'ai à te dire, puisque la Providence t'a conduit vers moi, et tu m'écouteras. Fit le cultivateur, fais vite, j'ai... Peut-être était-ce à cause du cheval que le caïd convoitait, je ne l'ai jamais su. Ils ont en tout cas enlevé mon père. Dans la fournée, il y en avait d'autres, des plus vieux et des plus jeunes. Certains étaient bien des criminels sortis de prison qu'on venait de reprendre pour quelques nouvelles fautes. Mais les autres, mais mon père, étaient des innocents. On les a emmenés quand même. Pour ce cheval, mon père n'avait jamais voulu en faire don au caïd. Lui-même le voulait-il, parce qu'un plus puissant hakim le guignait? Je ne l'ai jamais su. Pour un malheureux cheval, mon père a été enlevé à sa famille. Ils l'ont envoyé casser les pierres sur les routes de Cayenne. Et voilà sa femme, ma propre mère, sans mari, et nous, ses enfants, orphelins. Et pourquoi? Dis-moi un peu. Pour un malheureux cheval. Dans sa misère, c'est tout ce qu'il possédait. C'était beaucoup pour un fellah. Cette bête était une richesse trop lourde à porter. C'était trop pour un fellah. Les gens du village le disaient. « Ya Ahmed, tu as un trop beau cheval. Tu ne tarderas pas à te faire mal voir des autorités. » C'est ce qui est arrivé. Et qui sait ce qui s'ensuivrait, l'avait-il averti. Et on a su ce qui s'est ensuivi. Il a été enlevé. Sa femme, son village, ses enfants ne l'ont plus revu. Ma mère ne pouvait ni manger ni dormir en pensant à nous, ses enfants. Elle s'attendait tous les jours à le voir revenir. Moi, j'ai dit alors à ma vieille, « Allez, réunissons toutes nos hardes, faisons nos baluchons. Dieu n'a pas voulu que nous restions dans ce pays. Nous avons quitté le village. Nous n'avions ni pierre, ni arbre qui fussent à nous. Nous partions sans regret. La terre de Dieu est suffisamment grande. Nous emportions l'affection du village. C'était assez pour réchauffer notre cœur. Il était dit que nous partirions. Il fallait partir. Nous avions déjà marché plusieurs jours. Pour boire, nous puisions l'eau des sources. Pour manger, ça n'était pas aussi facile. Qu'est-ce que nous n'avons pas mangé? Madre mia, de tout. Des racines de telrouda et des mûres sauvages, de la galette que nous donnaient de bonnes gens qui avaient pitié de nous, des feuilles de guimauve, des amandes vertes et des fruits de grenadier. Nous avons demandé la charité. Nous avons trouvé des pauvres, plus pauvres que nous. Les enfants tombaient de fatigue. Moi, tous les jours, je croyais que j'allais mourir, tant j'avais la malade. Nous avons passé des années à errer sur les routes. Quand on nous le permettait, nous nous abritions sous des nouelles. Mais jamais pour bien longtemps. Et que pouvions-nous faire? Ceux qui nous chassaient venaient à nous avec leurs chiens, leurs valets et des fusils. Et nous reprenions notre marche. C'était pour avoir eu affaire aux autorités. Grande est notre mère Algérie. Nous sommes allés partout. Nous avons perdu les enfants. L'un, nous l'avons enterré dans un endroit, et l'autre dans un autre.
Lorsque je suis restée seule avec ma mère, je n'ai pas pu voir sa douleur. Une pierre aurait pleuré. Tu dois croire en mes paroles. Nous avons été à pied au Sahara. Nous avons été dans le Charq et sur les monts du Tel. Nous avons habité les baraques qui entourent les grandes villes. J'ai labouré la terre, cueilli des olives et des oranges. J'ai fait les vendanges. Après toutes ces années passées à errer, le mal du pays nous a pris. Toujours à pied, ma pauvre mère et moi avons repris le chemin du retour. Nous étions alors aux portes d'une ville, quand, à son tour, ma pauvre maman, maigre, sale, toute déchirée, a fermé les yeux et rendu sa douce âme au Seigneur. Je l'ai enterrée et je suis revenue au village. Je voudrais vivre encore une 40aine d'années. La vie et la mort, nul ne peut rien en dire. Mais je voudrais quand même vivre une 40aine d'années. Pour dépouiller mon pauvre père et nous disperser aux 4 coins du monde, il n'avait pas fallu plus d'une parole. Savions-nous même pourquoi? Maintenant on le sait. Comment se peut-il que tes amis nous fassent tant de mal? Mais moi je ne les crains pas, n'ayant plus rien à perdre. Et grande est notre mère Algérie. Tu peux me dire de rentrer chez moi. Je ne rentrerai pas chez moi. D'abord, je n'ai pas de chez moi. Et si je veux mendier pour manger un morceau de galette, qui est-ce qui m'en empêchera? Pas toi. Et pourquoi tes pareils m'en empêcheront-ils? Faut-il par-dessus le marché que vous nous interdisiez de mendier? Tu peux aller dire tout cela à tes autorités, je n'en ai cure. S'il faut aller au bagne, j'irai. Je n'ai pas peur qu'on dise de moi que je suis ceci ou cela. Tu me dis de rentrer chez moi. Ce n'est pas la peine. Tu crois que je divague? Quand les yeux des honnêtes gens se remplissent de larmes, le cœur de tes pareils devient de pierre. C'est le destin qu'il a voulu ainsi, jeta Kara là des histoires du Fellah. Le destin? Quel destin? Est-ce que je sais, moi, le destin, enfin, ce qu'on appelle le destin? Il n'y a pas de destin qui tienne. C'est arrivé ou ça n'est pas arrivé? Bon, mettons que ça soit arrivé. Kara haussait le ton. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani.